en mode traditionnel, en mode waterfall, mais c'est là que les correctifs vont apparaître. Les fameuses demandes de changement, je parlais au début de l'épisode, c'est que, je pensais que ça marchait de même. Pas nécessairement. Ça peut avoir été interprété de différemment, de un. De deux, des fois, on pensait pas que les interconnexions entre les différents morceaux fonctionnaient de manière A ou B ou C. Il faut corriger le tir. Fait qu'on on tombe avec une panoplie de petits correctifs. Si je reviens à ça clic encore, le nombre de correctifs, je veux dire, ils ont déployé, mais ça a pris combien de temps à ce que le système soit vraiment 100% opérationnel? Ça a été vraiment long. Alors que, mettons, en waterfall, mais la maintenance, de sprint en sprint, quand on livre quelque chose, on a la chance tout de suite d'avoir feedback, de dire, ah, je pensais pas que ça allait marcher ensemble, ces deux affaires-là. On peut-tu s'assurer d'harmoniser le tout? Ah, OK, on va faire un petit correctif au fur et à mesure. Fait que, oui, c'est un peu plus de temps ou d'effort au niveau du projet, mais euh, on se rapproche plus du bullseye à chaque fois que de dire, je vais lancer un d'or dans le jeu de d'or, puis je vais pogner le bullseye en partant. Pas sûr. Surtout pas qu'on n'a pas d'expérience en plus. Bienvenue au podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. Le podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produit technologique innovante, communément appelée SaaS, plateforme web, application web ou mobile, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous partageons trucs, astuces, histoires à succès ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'OpenMind Technologies. DEV, le chiffre 2, CEO.com aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leur idée d'application logicielle afin d'en faire un succès d'envergure. Éric Beaulieu, Team Lead, développeur senior chez OpenMind. Bienvenue Éric à nouveau sur le podcast. Un plaisir de te recevoir encore aujourd'hui. Comment vas-tu? Ça va super bien. Et toi? Ça va numéro 1. Super content d'enregistrer ça avec aujourd'hui. On va enfin démystifier les 7 étapes d'un développement logiciel. On le sait que pour des gens qui ne connaissent pas le domaine ou qui sont, exemple, des clients ou des prospects, c'est difficile de comprendre les différentes étapes de qu'est-ce qu'on fait, de la poutine technique de notre côté. C'est du jargon qui est difficile à comprendre ou à démystifier. Mais on a trouvé un moyen aujourd'hui de vous transmettre un peu les 7 grandes étapes d'un développement logiciel et de la manière qu'on va le transmettre, c'est de le comparer à la construction d'un immeuble. Donc, on va ramener ça vraiment dans un langage qui est beaucoup plus facile à comprendre pour quelqu'un qui n'est pas technique. Et le but, c'est vraiment de vous expliquer là, les 7 différentes étapes principales et qui vont permettre de partir de zéro jusqu'à la fin d'un développement logiciel, toujours en comparant avec la construction d'un immeuble et également en allant un petit peu plus en détail en comparant la méthode waterfall versus la méthode agile, la méthode d'agilité qu'on applique ici chez OpenMind pour que vous puissiez bien comprendre l'ancienne méthode de fonctionnement qui est waterfall versus les nouvelles. Je fais des références à quelques épisodes. Premièrement, je recule d'un pas. Si vous êtes visuel, allez chercher sur notre site l'outil qui va vous permettre de suivre ce qu'on va parler d'aujourd'hui, les 7 étapes d'un développement logiciel. C'est disponible au www.openmindt.com/ le chiffre 7-étape avec un S-développement, pas de S, logiciel, pas de S. C'est disponible dans les notes de l'épisode aussi pour se rendre directement sur le site web pour aller télécharger le petit outil, un PDF, une page qui va vous permettre de suivre visuellement qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui. Je fais également quelques références à d'autres épisodes qui peuvent vous intéresser en lien avec l'épisode qu'on enregistre aujourd'hui. On est rendu avec vraiment beaucoup de contenu d'enregistrer, donc je vais vous en présenter plus qu'une aujourd'hui, plus qu'un épisode. Et le premier, on va parler à la fin, entre autres, de la maintenance logicielle. C'est quoi? On a eu la chance de tourner un excellent épisode avec Éric qu'on a nommé « Qu'est-ce que la maintenance logicielle? Les avantages et les concepts expliqués en détail ». Donc, l'épisode 29 que vous allez voir. On va parler également un petit peu des besoins que les clients ont. Donc, l'épisode qui a été tourné avec Christine sur développer avec ou sans Product Owner sa solution logicielle. Donc, super intéressant. Ça va relier à ce qu'on parle aujourd'hui. Épisode 65, on parle des déploiements et du lexique. Épisode 67, petit guide pour les développeurs de comment réussir son déploiement.
avec Olivier qui est avec nous ici dans l'équipe. Et dans l'épisode présent, on va parler d'agilité. Donc, on vous réfère épisode 22, 25 et 27, qu'on démystifie le concept d'agilité en comparaison, entre autres, avec la méthode Waterfall qu'on va parler aujourd'hui. Et on va parler également de l'épisode numéro 15, qui est la règle du 20, 30, 50, et l'épisode 10, qui est la loi de McConnell pour les fameux bugs dans les logiciels. Donc, on vous invite à vous référer à ces épisodes-là après l'écoute de celui-ci. Ça va vous aider à mieux comprendre ce qu'on fait et à maximiser chaque dollar que vous mettez dans vos investissements de développement logiciel. Éric, avant qu'on avance avec les 7 étapes, je veux juste qu'en quelques mots, on explique la différence entre un projet en méthodologie Waterfall versus agilité, parce qu'on va s'y référer constamment. Et si les gens n'ont pas eu la chance d'écouter les épisodes 22, 25 et 27, je pense que c'est important qu'on mette un petit peu la table, la différence entre la méthodologie Waterfall et agilité. En quelques mots, Éric. Oui, ben, la méthodologie Waterfall, ça dit c'est étape par étape, puis les étapes se suivent une à une, sont emboîtées une dans l'autre. Ce qui veut dire que les 7 étapes qu'on va prendre aujourd'hui, ils vont vraiment être emboîtées, puis on recule pas. On fait juste avancer, avancer, avancer. On corrige pas le tir en cours de route. Alors que l'inverse, avec l'agilité, on va toujours essayer de faire des loops de rétroaction, de feedback pour aller chercher le meilleur produit qui répond aux meilleurs besoins du client, par exemple. Alors que Waterfall, je reviens, ben, on va faire le cahier de charge, on va s'assurer que tout est conforme, puis on a une solution et on tombe dans les demandes de changement interminables. Et c'est là que les extras par-dessus extra arrivent. On le voit dans les projets de construction. Souvent, les projets sont faits en mode waterfall. Ils le savent sur le terrain qu'il va y avoir une problématique à la fin, mais ce n'était pas dans le devis. Donc là, il faut ouvrir des demandes d'extras, puis charger des extras, ou arriver à la fin, puis redéfaire ce qu'on a fait en extra, qui là coûte vraiment une fortune. Donc, à éviter le plus possible. Donc, on débute avec les 7 étapes. La première étape, Éric, ça serait numéro 1, la planification. Éric. Ben, pour prendre ton allusion au monde de la construction, la planification, grosso modo, c'est trouver où est-ce qu'on va construire la maison. C'est de dire, OK, ben, j'ai trouvé un terrain A, B, C, puis on va planifier en conséquence de où est-ce qu'on va mettre la maison ou l'immeuble dans cet ensemble-là. En mode waterfall, ben, principalement, ça va être d'identifier des besoins à haut niveau, de définir les objectifs, de définir tout ce qui va être, mettons, matériel qui va être requis pour le projet. Si certains de nos auditeurs connaissent les normes I3E, qui est très connu dans le monde du développement logiciel, mais on va faire un document de vision qui va donner la vision du projet. Puis après, il va y avoir un document d'exigence logicielle qui va gratter un peu plus profond, un peu plus en profondeur sur qu'est-ce qu'on a besoin. Alors qu'en agilité, on va s'asseoir avec le client, on va tout de suite identifier rapidement c'est quoi le premier besoin, c'est quoi la première chose le plus important. Puis par après, on va y aller de même. On va identifier vraiment ce qui est prioritaire, puis c'est comme ça qu'on va être capable de construire un bon backlog pour être capable de dire, ben, ça, c'est plus prioritaire que ça, et on l'attaque tout de suite. Donc, ça, c'est la première étape, la planification. Donc, trouver le site où construire la maison. Deuxième étape, l'analyse des besoins. Éric. Oui. L'analyse des besoins, grosso modo, c'est tu vas t'asseoir avec l'entrepreneur. L'entrepreneur, tu l'as trouvé. Tu dis, hey, je veux faire construire ma maison. Je te veux, toi. Ben, on va s'asseoir ensemble, on va dire, OK, ben, selon tes plans, selon ce que tu as déterminé, selon ton devis, comme on dit tantôt, ben, je pense que ça va coûter de même, ou je pense qu'on va y arriver. Mais il va juste s'assurer que les besoins sont tous couverts. Alors, fait que si on vient à Waterfall, ben, ça va être vraiment d'être une exigence hyper détaillée. Ça va être un cahier de charge, grosso modo, qui va être extrêmement précis, extrêmement exhaustif sur comment que le projet doit être fait de A à Z. Alors qu'en agilité, mais vu qu'on attaque des priorités, puis est-ce qu'on a des hypothèses en partant, mais on va vraiment juste détailler des premières fonctionnalités à vérifier, puis on va construire le cahier de charge au fur et à mesure. En réalité, le backlog va devenir à lui-même le cahier de charge, mais qui est itératif. Et si je me mets dans les souliers du client aujourd'hui, je me dirais, ben, c'est bien mieux la méthode Waterfall de tout lister en détail de A à Z pour que tout soit vraiment bien défini. La vraie réalité sur le terrain, c'est pas vraiment comme ça se passe. Un développement logiciel est, en un sens, un processus de découverte, des fois beaucoup du côté du client, parce que les clients viennent nous voir et nous disent j'ai un besoin X. Et quand on se met à avancer avec lui et à creuser, le besoin est Y ou est Z, puis quand finalement on fait bien les devoirs, puis on parle aux usagers finaux qui vont utiliser le logiciel,
le besoin est complètement différent. Donc, si on avait construit un énorme cahier de charges avec tous les petits détails que le demandeur initial avait en tête, souvent, on va livrer la propriété, on va livrer l'immeuble et finalement, il y a la moitié de l'immeuble qui n'est pas utilisé ou qui est mal construit pour l'utilisation finale. Donc, c'est un peu ça la problématique. Ça semble peut-être plus pertinent le côté waterfall à cette étape-là, mais le problème, c'est qu'il y a tellement d'intervenants impliqués que l'agilité va venir apporter une valeur supérieure pour venir vraiment répondre aux vrais besoins et aux vraies exigences sur le terrain et non aux exigences que la première personne avait en tête. Parce que la personne qui vient nous voir initialement pense toujours qu'elle a l'absolue vérité. Et moi-même, pour moi, nous-mêmes avoir fait des développements logiciels sur mesure pour nous à l'interne, puis c'était moi qui le drivais en arrière, j'étais convaincu d'avoir l'absolue vérité. Et finalement, quand ça tombe en utilisation, tu te rends compte que, oh, mon Dieu, OK, il aurait fallu mettre un peu plus d'agilité et impliquer un petit peu plus les utilisateurs finaux dans le développement du système. Et c'est ce que l'agilité va apporter. Et c'est ce qui va créer plus de valeur au final. L'important, c'est pas de suivre à 100% le plan que la première personne pense qui est la vérité, mais c'est plutôt de livrer de la valeur aux usagers en continu pour vraiment créer un retour sur investissement sur le développement qui était fait. Donc, c'est là un petit peu la différence entre le côté waterfall versus l'agilité. Troisième étape, Eric, on tomberait sur le côté conception. Ouais, mais là, on a des besoins. C'est hyper, hyper détaillé. On a le plan de la maison, tout ça fait de genre. Mais là, ça veut dire que ben, il y a une phase d'acceptation. Dans le sens que l'architecte a dessiné les plans, mais le client, il les a pas encore vus. Mais là, il va les présenter au client. Il va s'assurer que tout est correct, puis on va avoir des petits touch-ups, d'affaires de genre, dire, ah, la pièce, je pensais que c'était plus gros, ou l'autre petite pièce, je vais la remettre plus petite, ainsi de suite. Fait que si je compare au monde du waterfall, ben, c'est vraiment encore plus, on creuse encore de plus en plus en détail. Et on laisse vraiment place à aucun détail, aucun flou dans toute l'architecture. Fait qu'on sait exactement, quasiment à la virgule près, qu'est-ce qui va être fait. Alors que dans mon agile, comme tu as dit tantôt, il y a des hypothèses, il y a des choses à vérifier. On n'est pas sûr. On s'accorde le droit de devoir vérifier des choses. Ben, en conception, on va essayer des choses. On va monter une maquette. On va faire peut-être des preuves de concept pour arriver à juste vérifier avec l'utilisateur est-ce que ça fait vraiment ce que ça pense que ça devait faire. Tout simplement. Et c'est là qu'on arrive à la fameuse étape numéro 4, qui est la programmation, qui tout le monde pense qu'on débute par ça et qu'il faut mettre tout l'argent et tout le temps là-dedans. La réalité, c'est cette étape-là, elle est extrêmement importante, mais ça représente à peu près la moitié de notre travail. On pourra revenir un petit peu plus tard avec combien de temps est passé dans chacune des étapes, mais c'est comme construire un building. Si on fait juste envoyer un paquet de gens techniques sur le chantier qui sont capables de sortir les clous, puis le marteau, puis les outils, mais qu'il n'y a pas eu une bonne planification en avant, c'est sûr qu'il va y avoir un problème avec l'immeuble au final. Mais là, on est rendu à cette étape-là, c'est de construire l'immeuble, donc la construction de la propriété, qui est l'étape de notre côté de la programmation. Éric? Ben, la grosse différence entre les deux méthodes, cette fois-ci, c'est vraiment la quantité de code ou la quantité de livrables qui va être faite. En Waterfall, on va livrer l'intégralité ou quasi l'intégralité du projet. One shot. C'est comme si on te donne une grosse fusée. Tout d'un coup. Alors que, ben, en mode agile, mais on va s'assurer que les pièces, une par une de la fusée, sont correctes, sont installées à la bonne place, font bien la bonne job, ainsi de suite. Puis, si des choses qui sont pas bonnes ou qui ont mal été mis ensemble, ben, on a le droit de revenir puis de corriger le tir puis pour avancer. C'est ça la grosse différence. Et si on vient le comparer à ce moment-là à une propriété, on pourrait penser à un building dans lequel votre compagnie opère. Mais au lieu de construire tout le building et dire jour 1, bienvenue dans votre nouveau building, puis là, vous découvrez que la cuisine n'est pas assez grande, que le frigidaire n'est pas à bonne place, que les toilettes sont mal positionnées, sont trop petites. Et la réalité, c'est qu'on vous livre à ce moment-là l'entrée du building. Après ça, on va vous livrer les salles de bain. Ensuite, on va vous livrer la cuisine. Puis là, vous avez la chance de les tester et de dire ah, mais là, je pensais pas que ça aurait l'air de ça. On peut peut-être, j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié de vous mentionner quelque chose, puis on peut itérer au lieu d'arriver avec un paquet de non-conformités à la fin, puis que là, le client n'est pas content. On va adresser étape par étape pour venir éviter de créer des effets boule de neige sur les problématiques qui peuvent être découvertes en cours de route. Ce qui nous amène à la 5e étape qui est extrêmement importante, les tests. Oui, mais dans le monde du bâtiment, grosso modo, c'est l'inspecteur en bâtiment qui se promène dans le bâtisse. En mode waterfall, c'est comme si l'inspecteur allait juste à la fin puis il vérifiait tout. Ah, tout est correct. Tout est donc conforme au code. Tout est correct. Mais l'affaire, c'est qu'il rouvre pas les murs.
Il ne check pas le courant des prises électriques. Il ne vérifie pas, mettons, que les lumières sont bien installées. Alors qu'en mode agile, en mode Scrum, vu qu'on a une rétroaction à chaque itération qu'on livre, ben, l'inspecteur, c'est comme s'il était là tout le temps. Fait qu'au fur et à mesure qu'on fait des morceaux, au fur et à mesure qu'on avance les pièces une par une, ben, l'inspecteur, lui, il dit: Ah, je pense que ça fait pas de sens. Ah, je pense que ça fait pas de sens. Ça, avec ça, pas sûr que c'est une bonne idée. Fait qu'il vérifie tout ça ensemble. Fait qu'il s'assure que l'intégralité du projet est là, mais il évalue au fur et à mesure. Fait qu'en même temps, il voit les interconnexions entre les morceaux. Donc, super intéressant le côté test, le côté assurance qualité. Le niveau, l'agilité permet d'en faire plus fréquemment, corriger le tir, puis s'assurer de ne pas accumuler un paquet de non-conformité à la fin, ce qui maximise l'utilisation du budget et la valeur livrée. Là, c'est bien beau que la bâtisse, elle est construite, mais il faut la livrer au client et il faut qu'il commence à l'utiliser. Donc, le numéro 6 de notre côté, c'est le déploiement de l'application. Donc, ça serait la remise des clés au propriétaire et l'emménagement dans la propriété. Oui. Ben, en waterfall, ben, je veux dire, comme tu as dit tantôt, ben, on te donne le logiciel. Vas-y, amuse-toi avec. Si je pense à un petit projet qui a marché de même récemment, ça clique. On le connaît tout. Mais c'est comme ça qu'il a été fait. Les utilisateurs n'ont pas été formés. Le monde se sont dit, ben, on pense qu'ils vont l'utiliser de la bonne manière. Ben, malheureusement, c'est un des principes du waterfall. Alors qu'en agilité, mais vu qu'on a livré morceau par morceau, on a pu tester avec les différents utilisateurs, les power users qu'on connaît souvent aussi, ben, on s'assure que le monde déjà le savent à l'avance, puis ils deviennent même des formateurs à l'interne pour que les autres personnes puissent l'utiliser. C'est ça qui est vraiment très important. Et on parle du fiasco de SACClick. On a dans notre backlog d'idées d'épisodes à tourner de décortiquer ce qui s'est passé et d'émettre des recommandations. C'est toujours plus facile de le faire après, par contre, mais quand même, il y a des choses que nous, on recommande dans nos développements pour essayer d'éviter ce genre de cas-là. Donc, si jamais ça vous intéresse qu'on priorise cet épisode-là, venez nous écrire sur LinkedIn. Faites juste nous envoyer un petit mot-clé SACClick et on va le prioriser à ce moment-là dans nos épisodes à tourner devant nous. Je pense que c'est un bon cas à faire un post-mortem. Et les post-mortem, on est des grands fervents ici chez OpenMind et Dev2CEO d'en faire pour apprendre de nos erreurs et devenir toujours meilleurs. Donc, n'hésitez pas à nous écrire si c'est un sujet qui vous intéresse. Ça nous amène sur la dernière étape. Donc, la personne a aménagé dans l'immeuble, mais là, il reste encore du travail, dans le fond, à faire par après, puis il y a de la maintenance à faire au niveau de l'immeuble pour la garder fonctionnelle, la garder en vie, garder la valeur de l'immeuble et la fonctionnalité de l'immeuble. Donc, on ramène ça au développement logiciel. C'est une étape de maintenance. Éric? Ben, en mode traditionnel, en mode waterfall, mais c'est là que les correctifs vont apparaître. Les fameuses demandes de changement, je parlais au début de l'épisode, c'est que, ben, je pensais que ça marchait de même. Ben, pas nécessairement. Ça peut avoir été interprété différemment, de un. De deux, ben, des fois, on pensait pas que les interconnexions entre les différents morceaux fonctionnaient de manière A ou B ou C. Ben, il faut corriger le tir. Fait qu'on tombe avec une panoplie de petits correctifs. Si je reviens à ça clique encore, ben, le nombre de correctifs, je veux dire, ils ont déployé, mais ça a pris combien de temps à ce que le système soit vraiment 100% opérationnel? Ça a été vraiment long. Alors que, mettons, en waterfall, mais la maintenance, ben, de sprint en sprint, quand on livre quelque chose, on a la chance tout de suite d'avoir un feedback, de dire: Ah, je pensais pas que ça allait marcher ensemble, ces deux affaires-là. On peut-tu s'assurer d'harmoniser le tout? Ah, OK, bon, on va faire un petit correctif au fur et à mesure. Fait que, oui, c'est un peu plus de temps ou d'effort au niveau du projet, mais on se rapproche plus du bullseye à chaque fois que de dire: je vais lancer un d'or dans le jeu de d'or, puis je vais pogner le bullseye en partant. Pas sûr. Surtout pas qu'on n'a pas d'expérience en plus. Effectivement. Donc, si je résume, on a 7 étapes. On le ramène encore au niveau de la construction. Donc, la première étape d'une construction, c'est de trouver le site pour construire la maison. En développement logiciel, c'est la planification de notre côté. Deuxième étape, on rencontre l'architecte ou l'entrepreneur. De notre côté, c'est de l'analyse de besoins. Troisième étape, on a la présentation du plan de la maison par l'architecte avec des corrections à faire en avançant. Donc, c'est la conception de notre côté. On construit la maison, donc la programmation. Ensuite, il y a l'inspecteur en bâtiment qui s'assure que tout est conforme au code du bâtiment. Donc, c'est les tests de notre côté. On remet les clés au propriétaire, on emménage dans la maison. C'est l'étape numéro 6 du déploiement. Et on termine ensuite avec les petites corrections à faire dans l'immeuble, les petits ajustements et l'entretien de l'immeuble. Donc, on parle de la maintenance au niveau logiciel. Donc voilà, ça compare exactement un développement logiciel à
au développement d'une propriété. Ma dernière question, Éric, qu'on pourrait peut-être aborder ici, qui se retrouve également dans l'outil que je parlais en ligne initialement avec le lien dans les notes de l'épisode. J'entends les gens se poser la question, c'est bien beau qu'il y ait cette étape, mais c'est quoi le pourcentage de temps moyen qui devrait être alloué par étape juste pour en avoir une vue à haut niveau? Donc, je te posais la question, Éric, pour l'étape de planification, analyse de besoins, conception, donc les 3 premières étapes, c'est quoi les pourcentages à peu près de temps d'un projet qui devrait être alloué dans ces étapes-là en méthode agile? Ben, habituellement, c'est un classique, ça dépend. Comme dans tout le développement logiciel, mais selon les statistiques, selon notre expérience, habituellement, mettons, la planification, grosso modo, on va y accorder, mettons, 5% du temps du projet. Mais on va le mettre au fur et à mesure en mode agile, au lieu que de le faire tout d'un coup. Au niveau d'analyse de besoins, au niveau de s'assurer de raffiner ces besoins-là, grosso modo 8%. Puis la conception, pour compléter, faire un beau corps, mais ça ferait 12%. Si on additionne les 3 premiers, 25% du projet dans les 3 premières étapes. Donc, avant même de développer une ligne de code, on parle de un quart du temps, un quart du budget à ce moment-là de développement. Et c'est là souvent les clients veulent tourner les coins ronds. Et ça coûte cher de tourner les coins ronds à cette étape-là parce que c'est ce qui va faire que la programmation va coûter le double, le triple ou le quadruple. Donc, ne négligez pas, c'est comme bâtir une propriété ou un immeuble. Ça serait inimaginable de ne pas faire des bons plans d'architecte, de ne pas faire des bons plans au niveau de la ventilation, au niveau de l'électricité, de challenger ces plans-là, de réfléchir, de le tourner de tout bas, de tout côté. Donc, c'est un peu la même chose. Il y a des sous à mettre avant de sortir la fameuse expression du gun à clous sur le chantier. C'est la même chose avec un développement logiciel. Ensuite, on tombe sur l'étape de programmation, l'étape de test, l'étape de déploiement. C'est quoi les pourcentages, Éric, qu'on peut voir en moyenne, là, grosso modo? Ben, comme tu dis tantôt au niveau de la construction de la maison, ben, principalement, c'est vraiment le cœur du projet. Puis les tests avec l'inspecteur en bâtiment. Si je mets la programmation et les tests ensemble, ça fait 60%. D'un côté, c'est 45%, de l'autre côté, c'est 15% additionnés ensemble qui fait 60%. On voit que c'est vraiment là que la majorité du budget est investi. Puis, mettons au déploiement, ben, pour boucler la boucle, ben, on dit environ 10% parce que là, il y a des allers-retours, des correctifs, et que ça fait plusieurs déploiements, comme on l'a pu voir dans les autres épisodes. Ben oui, c'est un temps à pas sous-estimer. Ce qui nous resterait à l'étape de la maintenance, on parle qu'il nous resterait environ un 5%. Donc, j'imagine 5%, c'est dans la première année du développement logiciel. Par la suite, il y a de l'évolution à faire au niveau du logiciel, d'optimisation, rajouter des fonctionnalités. Fait que là, le budget, généralement, juste en maintenance, stabilisation au niveau de la sécurité, au niveau des fonctionnalités pour que ce soit fonctionnel, et des petites optimisations de base. On parle d'un 5, des fois 10-15% selon à quel point le logiciel devient vieux à travers le temps. C'est comme une propriété, plus le logiciel prend de l'âge, plus il faut y porter de l'attention pour le garder fonctionnel. Entre autres, on en parle beaucoup dans l'épisode de maintenance que j'ai fait des références au début du podcast. C'est très flou pour les clients, cette étape-là de maintenance. Prenez le temps d'aller écouter l'épisode. On va vraiment décortiquer chacun des points de l'importance et des sous-étapes de maintenance. Entre autres, la partie sécurité et la partie fonctionnelle. Qu'on pense qu'on développe un logiciel puis c'est magique, il n'y aura pas de problème de sécurité, il n'y aura pas de problème de fonctionnalité à travers le temps. Malheureusement, c'est un écosystème avec beaucoup de choses qui changent autour des lignes de code qui vient impacter à ce moment-là le système en tant que tel. Donc, allez écouter cet épisode. Éric, dernier petit mot avant qu'on termine le podcast? Ben, si je peux compléter avec la maintenance par rapport au monde de l'immeuble, vous vous souvenez des températures il y a 40 ans au Québec, les températures d'aujourd'hui? Le code de la maison il y a 40 ans, puis le code de la maison aujourd'hui, n'était pas fait pour supporter les mêmes températures que dans ce temps-là. Les vents n'étaient pas pareils, la neige n'était pas pareille. Dans le temps, il y a eu du verglas, il y a eu des pannes électriques alouettes. Aujourd'hui, c'est penser en conséquence. Fait que pensez à la maintenance comme au monde de l'immeuble dans ce sens-là. Et surtout pour préserver sa valeur. Souvent, les gens vont dire, bon, je mets un bon montant cette année pour développer le logiciel et je pense qu'il faut que je mette 0 dans les années suivantes. La réalité, c'est que si ça a bien été planifié, le développement logiciel, il devrait avoir un retour sur investissement sur ces dollars mis la première année. Mais pour préserver cet avantage-là sur la compétition et cette efficacité-là que vous avez créée avec votre développement logiciel, il faut mettre un peu de sous d'entretien parce que c'est pas vrai que c'est magique puis c'est pas vrai que ça va fonctionner toujours parfaitement. Allez écouter l'épisode de maintenance, vous allez comprendre plus en détail pourquoi il y a une importance sur la section de la maintenance. Je me répète, Éric, un dernier petit quelque chose à rajouter avant la fin de cet épisode? Non, je pense qu'on a vraiment bouclé la boucle aujourd'hui.
Fantastique. Et je vous invite à aller télécharger sur le site web qui est l'adresse dans les notes de l'épisode, le petit outil visuel qui peut vous aider pour vous et même pour expliquer le tout à votre équipe dans votre organisation si vous pensez faire un développement logiciel. Ça va aider à conceptualiser les différentes étapes. Et on a souvent l'expression chez OpenMind de dire que faire un développement logiciel avec un client, c'est la même chose que d'aller gagner une compétition de danse. Donc, on va être aussi bon que notre capacité à élever le partenaire avec qui on va danser, donc vous qui est de l'autre côté du podcast. Donc, notre but, c'est d'élever votre connaissance pour s'assurer que chaque dollar que vous pouvez mettre avec un partenaire tel que OpenMind, Dev2CEO, va vraiment donner une rentabilité. Il va aider à vous rendre plus rentable, plus efficace dans votre organisation. Donc, la connaissance est extrêmement importante. Donc, on vous transmet du data, on vous transmet notre expertise pour réussir ensemble à aller gagner cette fameuse compétition de danse. Donc, Éric, merci encore aujourd'hui pour toute cette belle préparation et ce beau podcast-là, en espérant que ça vous intéresse. Si vous avez d'autres types d'épisodes ou des idées que vous avez en tête, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, nous parler sur LinkedIn. On parle avec plusieurs d'entre vous à chaque semaine. J'ai des belles discussions extrêmement intéressantes. Et n'oubliez pas, on produit ce contenu-là gratuitement pour vous avec amour et beaucoup d'efforts. On vous demande juste une seule chose. Mettez ce podcast-là sur pause. Prenez 17 secondes de votre vie pour aller mettre un 5 étoiles sur les plateformes de balado préférées que vous utilisez. C'est tout ce qu'on vous demande. Ça fait toute une différence pour nous. On vous remercie et je vous dis à bientôt.